Les pays du G7 se sont engagés ce week-end à se sevrer progressivement du pétrole russe. Un embargo sera donc a priori la mesure phare d'un 6e paquet de sanctions contre Moscou. Question ce matin, alors à quel horizon cet embargo? Est-ce que l'Europe est vraiment capable d'assumer la perte du pétrole russe? Quelles sont les alternatives? On en parle avec Philippe Charlès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes expert en énergie à l'Institut Sapiens, auteur d'un ouvrage intitulé L'utopie de la croissance verte. Alors peut-être un rappel pour commencer, Philippe Charlès. Quel est notre niveau de dépendance au pétrole russe ? Alors notre niveau de dépendance au pétrole russe, on est environ à une vingtaine de pourcents, pas très loin de la même dépendance que le gaz. Oui. Essentiellement du diesel en plus, du gasoil. Oui, un petit peu de brut aussi, mais effectivement des produits raffinés. Alors cet embargo sur le pétrole russe suscite... on le voit émerger une ligne de fracture, notamment de la Hongrie qui bloque les discussions pour le moment. Il y a de fortes réticences aussi de la Slovaquie, de la Bulgarie, de la Pologne. Au niveau européen, on voit que c'est compliqué. Un peu plus, un peu moins que pour le gaz en ce qui concerne le pétrole, Philippe Charlès. Oui, alors il faut faire un petit peu de pédagogie en expliquant la grosse différence entre le gaz et le pétrole. Le pétrole est une matière première fongible, donc c'est-à-dire qu'elle circule extrêmement facilement partout sur la planète. On la met dans un bateau et ça se transporte par bateau, par train, par camion, par oléoduc, alors qu'au contraire le gaz ne se transforme, essentiellement se consomme localement. Il faut savoir que 70% du gaz mondial est consommé localement, régionalement, 20% transporté par gazoduc de façon terrestre et seulement 10% sous forme de gaz naturel liquéfié. Donc ça signifie qu'un embargo sur le pétrole est très différent d'un embargo sur le gaz, puisque les pétroles, ou disons les barils de pétrole qui ne viendront pas en Europe pourront être reroutés par exemple vers la Chine ou vers l'Inde, et donc en fait un embargo pétrolier, ce à quoi on va assister, c'est pratiquement un système de vases communicants avec quand même une perturbation des routes pétrolières, ce qui pourrait quand même avoir un petit impact sur les prix. Alors, impact sur les prix, on voit justement les carburants repartir, les prix des carburants repartir à la hausse, frôler à nouveau les 2 €. Est-ce que c'est lié à ce possible embargo dont on parle? Pas nécessairement, parce que depuis l'annonce de l'embargo, on ne voit pratiquement pas d'augmentation du prix du baril de pétrole. Il reste autour de 110 $ à peu près. Comme je le disais, ça pourrait quand même avoir un petit impact, puisque à partir du moment où vous reroutez, les frais de transport peuvent être différents. Mais cela étant, je ne pense pas que l'impact sera énorme, et donc on peut peut-être rassurer nos auditeurs. Je pense que l'impact ne sera pas énorme sur le prix à la pompe. L'impact de l'embargo s'il est adopté. L'impact de l'embargo s'il est adopté, comparé à un embargo sur le gaz, qui lui évidemment éliminerait de facto le gaz russe, qui ne peut pas être rerouté, puisqu'on ne peut pas rerouter le gaz, sauf sous forme de gaz naturel liquéfié, mais c'est une toute petite partie comparée au pétrole. Et là, un embargo sur le gaz, lui, alors impacterait les prix d'une façon absolument inimaginable. Alors justement, on a vu cette décision de la Russie de stopper ses livraisons de gaz à la Pologne et à un autre pays dont le nom m'échappe, c'est la Roumanie, je crois, non? Non, c'était la Bulgarie. Ah, la Bulgarie, pardonnez-moi. Est-ce que c'est possible que les Russes ferment le robinet également à d'autres pays? On pense notamment à l'Allemagne, qui est très dépendante du gaz russe. Alors ils peuvent toujours, mais on va dire que l'embargo, il est à la fois efficace et douloureux, dans un sens comme dans l'autre. Donc évidemment, couper le gaz à l'Allemagne, qui en est très dépendante, plus de 50% du gaz allemand vient de Russie, et donc c'est le point d'arrivée, l'Allemagne occidentale. Voilà, c'est le point d'arrivée, l'Allemagne de deux oléoducs. Le Yamal et le Nord Stream, sachant que le Brotherhood, qui veut dire le paille de la fraternité, en plus traverse l'Ukraine, et lui il arrive, si mes souvenirs sont bons, en Slovaquie. Donc ça serait très efficace évidemment, parce que ça mettrait à genoux l'industrie allemande. Par contre, ça ne serait pas très efficace pour les Russes, en ce sens que ça les priverait d'un pactole absolument gigantesque, puisque toutes leurs ventes gazières viennent en Europe. Le marché gazier russo-européen est un marché, je le dis toujours, monofournisseur, monoclient. Donc à partir du moment où vous le coupez, ça impacte
impacte le fournisseur, mais ça impacte aussi le client dans un sens comme dans l'autre. Alors Philippe Charles, pour résumer, vous nous dites embargo sur le pétrole, pourquoi pas? Vous pensez que ça n'aura qu'un effet mineur sur les finances de la Russie et sur la consommation et les prix en Europe. Pour le gaz, ce sera en revanche beaucoup plus lourd. Les alternatives, est-ce que le gaz naturel liquéfié américain, qatari, peuvent se substituer à une échelle de temps assez courte au gaz russe? Alors ma réponse a toujours été non, tout simplement parce que là il faut deux chiffres importants. Les importations de gaz russe en Europe, c'est environ 160 milliards de mètres cubes, et le marché mondial du gaz naturel liquéfié, c'est 480 milliards de mètres cubes, dont 70% sont déjà achetés par le sud-est asiatique. Donc il faudrait qu'un tiers de la production mondiale. Qu'un tiers de la production mondiale soit rerouté vers l'Europe, ce qui alors est toujours possible, puisque le gaz naturel liquéfié, il est fongible comme le pétrole. Mais vous imaginez l'impact que ça aurait sur les prix, d'autant que ce gaz naturel liquéfié a déjà en partie été vendu dans les pays du sud-est asiatique. La Corée, la Chine et le Japon sont les 3 plus gros consommateurs de gaz naturel liquéfié. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, L'utopie de la croissance verte, Philippe Charlez. Est-ce à dire que la situation actuelle, dont on dit que ça va nous obliger quelque part à accélérer la transition énergétique, c'est une utopie ? Alors, vous n'y croyez pas? Alors, le titre de mon ouvrage, L'utopie de la croissance verte, c'est d'expliquer que l'utopie d'une croissance 100% verte. Donc, c'est-à-dire, je ne crois pas à une croissance basée uniquement sur l'éolien et le solaire. Le nucléaire n'est pas inclus dans la croissance verte, puisque ce n'est pas considéré comme une énergie verte aujourd'hui, même si elle est décarbonée. C'est considéré comme une énergie de transition, techniquement, par l'Union européenne. Absolument. Oui. Alors que moi, je la considère plutôt comme une énergie d'avenir. Cela étant, ne jamais oublier que l'énergie, c'est le temps long, et que donc la transition énergétique telle que nous l'imaginons, c'est-à-dire sortir des fossiles, qui représente aujourd'hui 82% de la consommation mondiale d'énergie, donc les 3 fossiles, charbon, gaz plus pétrole, on ne pourra certainement pas en sortir dans les mois à venir. Donc ce qui veut dire, oui, ça va peut-être accélérer un certain nombre de décisions quant à la transition énergétique, mais ça ne résoudra en rien les problèmes par rapport à la Russie auxquels on est confronté. Merci Philippe Charlez d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Je rappelle, vous êtes expert en énergie à l'Institut Sapiens, auteur de l'ouvrage L'utopie de la croissance verte. Bonne journée à vous. Merci à vous.